Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire APM de ce soir, donc qui va nous être avec notre invité Yves Monnier, qui fait partie de l'association Planète Mars et qui va nous parler des projets d'échantillons, de retour d'échantillons martiens. Juste quelques mots sur toi, Yves. Tu es ingénieur chimiste. Tu as un DEA d'aérothermochimie. Tu as fait ton mémoire de DESS de maîtrise des armements et désarmement en 2004 et il portait sur les prémices du tiers-espace, Japon, Chine, Israël, Inde et Brésil. Tu es passionné d'astronautique et d'exploration spatiale depuis très longtemps, je n'ose dire 1965. Tu es un ancien du Cosmos Club de France. Tu es membre d'APM depuis 2003 et tu es administrateur depuis 2013. Donc, ça fait un bail aussi qu'on se connaît et que j'ai le plaisir de partager les sessions martiennes à l'APM avec toi. Et tu es aussi également membre de plusieurs associations spécialisées. Et entre autres, de tous ces talents que tu partages avec nous ce soir, tu t'intéresses à la planétologie et à l'exobiologie. Et tu vas nous parler ce soir du Graal des planétologues. Donc voilà, notre quatrième webinaire de la série des webinaires APM va commencer. Sachez que vous pouvez poser vos questions sur le chat et on va les relayer dans une deuxième partie quand Yves aura fini sa présentation. Voilà, sauf si il y a des questions qui paraissent aller directement avec le propos, mais sinon on va les garder plutôt pour la fin. 3 webinaires qui sont disponibles en replay. Et donc, vous pouvez déjà aller voir le webinaire sur Persévérance qui avait été fait par Philippe et Gilles Davidovich d'ailleurs, qui était venu. Le deuxième était sur Starship avec notre vice-président Richard Hellman. Et le troisième était sur Ingenuity avec Jeff Delaune du GPL. Voilà, et nous continuerons évidemment les webinaires mensuels euh, sur cette base régulière. Et voilà, sachez que comme c'est enregistré, si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse à l'écran, il faut donc garder votre vidéo sur off, puisqu'on l'enregistre et donc vous pourrez le visualiser sur YouTube par la suite. Voilà, et sachez également qu'on a notre livre Embarquement sur Mars pour Mars qui est disponible sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans le chat et dans la vidéo sur YouTube. Et donc, vous pourrez trouver les coordonnées pour le livre qui est maintenant disponible sur YouTube depuis quelques semaines avec la préface de Thomas Pesquet. Voilà, Yves. On te laisse faire ta présentation. Eh bien, merci Aline pour ces belles paroles en ce qui me concerne. Donc, Avec plaisir. je vais vous parler de ce qui ce qui va se passer dans la décennie actuelle et dans la prochaine, qui devrait voir concrétiser la quête de ce que constitue le Graal des planétologues martiens. Les projets de retour d'échantillons martiens dits MSR fleurissent effectivement dans les agences spatiales majeures, que sont NASA, ESA, JAXA, EFSA, etc. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Après un bref retour historique, donc nous passerons en revue, à la lueur de leurs états, leurs préparations. Alors donc, l'historique, il y a une quarantaine d'années, je vais vous parler de Phobos Grün des Russes, le MSR chinois qui est à peine démarré, le MSR NASA ESA, le MSR, en fait, c'est Phobos japonais, et le deuxième Phobos Grün des Russes. Et j'oublierai pas les batteries martiennes chez Hilt. Alors, à propos d'historique, donc vous avez à l'écran, là, est-ce que vous voyez ma flèche? Oui, très bien. On voit Bon, ta donc flèche. là, donc vous voyez ma flèche, c'est le premier prototype de MSR qui a été fait par les Américains en fin 1970, des années 1970, début 80, à la suite du programme Viking. C'est en fait sur la base d'un Viking. Et vous devinez ici, si j'arrive à m'y mettre, elle est là, ouais. Vous verrez, vous avez ici là, un corps long,
c'est le dispositif de retour d'échantillon qui était prévu, mais que on n'a pas donné suite. Alors en fait, une mission Mars Sample Return est donc une mission spatiale proposée pour collecter des échantillons de roches et de poussière de Mars, puis les renvoyer sur Terre. C'est un type d'exploration très intéressant, car l'analyse est libérée des contraintes de temps, de budget d'espace pour les capteurs d'engins spatiaux, et il est évident qu'on ne peut pas envoyer un spectroscope, un accélérateur à neutrons sur Mars. Ce type de mission est mis en tête des priorités de l'exploration du système solaire par les scientifiques depuis plus d'une trentaine d'années, puisque je vous dis déjà, en début 80, il y avait déjà un premier projet. Ce type de mission spatiale a peiné à se concrétiser du fait de son coût, 10 milliards de US de dollars selon les estimations, mais il faut considérer qu'il y a plusieurs missions dans une, des défis techniques qu'il soulève, fusée martienne, rendez-vous orbital sans intervention humaine, et des risques d'échec élevés. Alors un petit peu d'historique. Dès 1980, au fil du temps, plusieurs missions conceptuelles ont ainsi été étudiées à différentes hypothèses, mais aucune n'avait dépassé la phase d'étude. La principale caractéristique était donc un rendez-vous à la surface de Mars entre un véhicule réalisant la collecte des échantillons et un autre équipérant ceux-ci en les rapportant sur Terre. Déjà en 2000, la NASA et le CNES avaient envisagé une mission Mars premier. C'était aussi une volonté politique. Mais elle n'a pas abouti car la technique n'était pas mature, son coût trop important et les délais impossibles à tenir. En 2006, le Mars Exploration Program Analysis Group de la NASA avait identifié 55 futures recherches scientifiques importantes liées à l'exploration de Mars. En 2008, les membres de ce comité ont conclu qu'environ la moitié des sujets pouvaient être traités à un degré ou à un autre par un MSR, faisant de celle-ci la mission unique qui ferait le plus de progrès dans l'ensemble des recherches. Dixit. De plus, il a été constaté qu'une fraction importante des études ne pouvait être poursuivie de manière significative sans retour d'échantillons. En 2011, Louis Friedman, directeur exécutif de la Planetary Society, mentionnait qu'une mission de retour d'échantillons de Mars était souvent décrite par la communauté scientifique planétaire comme l'une des missions spatiales robotiques les plus importantes en raison de son fort retour sur investissement scientifique attendu et de sa capacité à éprouver la technologie nécessaire à une mission humaine sur Mars, qui est d'une toute autre ampleur, ne serait-ce qu'avec le tonnage à disposer sur la planète rouge. En effet, ce type de mission nécessite de faire une première mise en œuvre d'un aller-retour entre la Terre et Mars, opération particulièrement complexe, mais premier pas vers l'homme sur Mars. Cependant, durant toute cette période, la précision très médiocre des atterrissages avait conduit à l'abandon de tous ces concepts MSR. À la fin de la décennie précédente et avec l'amélioration de cette contrainte, de nouvelles missions voient le jour. Alors ainsi, en 2008, une proposition russe qui fut avortée, c'est la mission Phobos-Grund qui a été lancée par une fusée Zénith le 8 novembre 2011 depuis Baïkonour et placée sur une orbite basse. Il visait la lune de Mars, c'est-à-dire Phobos. Elle prévoyait de ramener sur Terre en août 2014 jusqu'à 200 grammes de terre de Phobos et comporter un atterrisseur. C'était la première mission interplanétaire dirigée par la Russie depuis l'échec de Mars 96. Et les Russes ont eu beaucoup d'échecs pratiquement à chaque fois avec la Mars. Mais les manœuvres suivantes ne se sont pas déroulées comme prévu une fois de plus. La première des deux manœuvres de l'étage frégate destinée à placer sur sa trajectoire la sonde vers la planète rouge n'a pu être enclenchée et elle restait en orbite, une orbite basse, 207 sur 347 km, où elle n'est pas restée longtemps puisqu'à la suite du souffrenage atmosphérique, la rentrée a eu lieu le 15 janvier 2012. Alors là, vous avez, ici, donc vous avez un schéma de la sonde autour de Mars et avec Phobos ici. Alors là, vous avez un éclaté de la sonde. Il comportait un petit orbiteur chinois Yinghuo 1, ça veut dire Luciole en chinois, qui devait orbiter en même temps que Phobos-Grund autour de Mars. Et ici, vous avez donc le dispositif, le véhicule de retour avec la capsule d'échantillon qui devait être donc relativement peu. Et voici l'ensemble de la sonde. Mais bon, ça a donc avorté et on a eu après une mission chinoise, une proposition chinoise retardée et en cours de développement à ce jour, envisager des retours d'échantillons sur Mars d'ici 2030. C'était un plan à partir de 2007 qui était de lancer un grand vaisseau capable d'effectuer toutes les phases de la mission, y compris la collecte d'échantillons, l'ascension depuis Mars, le rendez-vous sur orbite martienne et un vol de retour sur la Terre. Une telle mission nécessiterait la fusée super lourde Long March 2 en cours de développement. Évidemment, c'est un engin qui pesait plusieurs tonnes.
Certaines technologies nécessaires devraient être testées lors de la mission HX1 Taiwan qui a cours actuellement. Un autre plan fut annoncé en 2009 qui consistait à utiliser cette mission pour mettre en cache sur Mars les échantillons en vue de leur récupération en 2030. Donc là, on scindait les missions en plusieurs missions. Ces échantillons seront récupérés par un atterrisseur de collecte d'échantillons avec un véhicule d'ascension de Mars lancé à Nomol 28 par une longue marche 3B. La mise en orbite martienne aurait lieu. Il serait récupéré à l'air d'un orbiteur de retour vers la Terre lancé avec une fusée longue marche également en novembre 2028. Et le retour sur Terre était prévu pour 2031. Mais le calendrier des missions chinoises prévues sera sans doute décalé. En effet, la grosse fusée lourde longue marche 9 étant déjà en retard de qualification. Alors que sa mise en service se fera en l'horizon 2030, la première mission importante de la fusée sera d'envoyer sur Mars le matériel nécessaire pour apporter des échantillons avec une charge possible de 140 tonnes en orbite terrestre, soit une fraction sur Mars de l'ordre de 40 tonnes. Alors ici, vous avez un document chinois qui vous montre un peu les différentes phases. Bon, je ne sais pas si vous le voyez très bien. Ici, c'est écrit en chinois, je vous ai traduit ça. Donc, hop, c'est parti. En haut, donc, ils précisent que c'est le retour d'échantillons de Mars, avec ce qui sera fait, ce que je vous ai dit, et ceci deviendra peut-être le premier retour d'échantillons de Mars au monde. Les technologies clés qui sont mentionnées ici comprenaient les technos pour l'équipement intelligent d'échantillonnage à la surface de Mars, pour le décollage à la surface de Mars, le rendez-vous et le transfert du conteneur d'échantillons en orbite, la désorbitation assistée de l'atmosphère de Mars, le retour vers la Terre, et la détection et la protection de la contamination microbienne pour le retour d'échantillons sur Mars. Et vous avez fait une vue d'artiste qui présente la mission. Bon, alors en fait, il y a une seule chose de la mission qui a été faite, c'est le lancement de Tianwen-1. Tianwen-1 a été lancé le 23 juillet 20. Je vous ai mis la première photo en approche de Mars, et ici, une des premières photos couleurs juste avant le dépôt de l'orbiteur. Donc effectivement, cette mission est assez complexe. Elle comprend un orbiteur, un atterrisseur, un astromobile ou rover de 240 kg qui s'appelle Zhurong, ce qui veut dire dieu du feu en chinois. Il servira à démontrer un certain nombre de technologies nécessaires à ce retour d'échantillons sur Terre, comme je vous le précisais précédemment. Il a atterri, vous le savez tous, le 15 mai 2021, c'est pas vieux, après une mise en orbite du 10 février 2021. Voilà un peu comment se présente le rover. Donc, vous avez sept instruments qui sont listés ici. Donc, caméra, deux types de caméras, une station climatique, un magnétomètre, un spectromètre LIPS, un peu du style de Supercam sur Persévérance, une station climatique pour les températures et les pressons, et l'autre c'était pour le vent et les sons, et enfin une antenne pour communiquer avec la surface. Alors ça, c'était donc c'est tout début par Persévérance, par Tianwen, et on va maintenant passer à aux missions de retour d'échantillons martiens par les Américains et par l'ESA. Alors ça commence dans la continuité du programme Mars Challenge Laboratory en cours de développement en 2009. La NASA prévoyait de développer le rover MAX-C Mars Astrobiology Explorer Cacher, chargé de collecter des échantillons du sol et planifier une deuxième phase non financée pour la récupération. Il devait ramener environ 500 grammes d'échantillons martiens. Le scénario prévoyait 3 lancements distincts qui sont toujours conservés actuellement. La distance maximale que devait être capable des années terrestres pour effectuer ce périple. En 2010, il était prévu de fusionner le projet de rover avec celui de projet ExoMars de l'ESA. Mais en 2012, le projet fut suspendu à la suite d'arbitrages budgétaires effectués par l'Agence spatiale américaine, comme cela arrive souvent. À la suite du bon déroulement de la mission du rover Curiosity, donc c'est le nom du rover de la mission MSL, qui a atterri sur le sol martien le 6 août 2012, la NASA, au cours des années suivantes, mena des études pour affiner les étapes d'un nouveau MSR. Elle décida donc de développer une deuxième mission permettant de capitaliser sur les développements déjà effectués, ce qui est logique. La mission Mars 2020, qui a été lancée par la NASA le 30 juillet 2020, devrait ainsi collecter des échantillons du sol et les stocker dans le but de leur retour sur Terre, après s'être posé le 18 février dans le site du cratère G0. Donc on commence un peu à parler de ça, mais c'est encore dans l'état de limbe au niveau média.
Doté d'instruments permettant d'analyser la géologie de son site d'atterrissage soigneusement sélectionné, le classeur G0, il doit extraire une quarantaine de carottes du sol et constituer un dépôt avec une mission suivante sera chargée de ramener sur Terre. Mars 2020 constitue donc la première étape du projet de retour d'environ 500 grammes d'échantillons martiens sur Terre, donc c'est le plus fort grammage envisagé. Courant 2020, la récupération de ces échantillons qui doit se dérouler entre 2026 et 2021 entre en phase une phase d'étude avancée au sein de la NASA avec une participation importante de l'ESA. En octobre 2020, la NASA et l'ESA ont signé un partenariat pour cette mission MSR. Un budget est prévu pour poursuivre les travaux dans les deux agences spatiales. Et l'architecture de la mission, dans sa formulation actuelle, implique plusieurs choses. En fait, trois sous-missions. Le premier, c'est l'astromobile Persévérance, donc, qui prélèvera des échantillons de sol, 43 échantillons, dont 4 témoins blancs, donc ça fait 39 effectivement de sol martien, pour environ 500 grammes. Ils seront conditionnés en cage dans des tubes de 5 cm de long et 1 cm de diamètre, contenant environ 15 grammes de matière. Puis ils seront laissés à la surface de Mars, en principe à 3 endroits pour récupération avec les missions suivantes. Alors, comme vous le voyez là, ils ne seront pas mis en paquet comme ça. Hein. En fait, ils seront disposés par zone, dans 3 zones différentes, étalés à peu près de 10 mètres à 10 mètres chacun. Donc là, vous avez Persévérance que vous devez commencer à connaître. Et ici, c'est là qu'est le système de forage et de récolte d'échantillons. On le verra plus en détail tout de suite. Donc voilà, vous l'avez déjà en plus gros ici. Donc le forêt, j'ai perdu ma, voilà. Le forêt est ici et on va transporter l'échantillon par là. Vous le verrez mieux ici. Donc vous avez ici le forêt en plein milieu du bras robotique et les échantillons sont mis dans la boîte qui est là, dans des échantillons que je vous montrais tout à l'heure et c'est stocké avant d'être déposé sur Mars un peu plus tard. Voilà les échantillons, voilà un tube d'échantillon donc qui fait 5 cm de long sur 1 cm de large pour la partie qui est à droite de la bague jaune. Et il est disposé dans ce container. Ils seront disposés là et vous en avez un et comme ça ici. Et ça, c'est le couvercle dont le revêtement a été coupé en deux pour qu'on voit la structure en nid d'abeille qui sera mis dans Persévérance. Alors pour la stratégie de collecte, il y a ici un exemple de stratégie de collecte. Donc vous avez plusieurs types de sols sur lesquels on fera des prélèvements, des sols volcaniques, de l'olivine, des dépôts de delta, de la poussière. La lévite, c'est les échantillons blancs. Les barres de méandres, les chenaux dans le chéneau de delta, des dépôts sur la rive, remparts des cratères, enfin il y en a un certain nombre comme ça, puisqu'au total, je vous dis, il y en a 39. Alors, après cette Persévérance, il y a une deuxième mission qui est prévue, qui s'appelle une mission Sample Retrieval Lander, qui fait donc récupérer, qui est un atterrisseur qui doit envisager de récupérer les échantillons. Donc SRL, c'est dirigé par la NASA, bien sûr, qui doit être lancé en 2026. Il comprendra une plateforme d'atterrissage équipée de panneaux solaires avec un bras robotique européen de transfert d'échantillons qui s'appelle STA. Donc vous voyez à gauche SRL qui est en train d'atterrir et vous avez le déploiement de l'atterrisseur avec ici, vous voyez le robot qui est replié avec 2 panneaux solaires du type InSight ou Phoenix. Alors ensuite, SRL comprendra donc un petit rover qui s'appelle le Sample Fetch Rover, petit rover européen, chercheur collecteur des échantillons, et sa masse sera de 150 kg environ, et vous l'avez au premier plan ici. Alors lui, il n'a que 4 roues, semble-t-il. Il récupérera les échantillons cachés en 3 endroits, comme je vous l'ai dit. Il fera par jour en moyenne 200 mètres et 20 km aller-retour, comme je l'avais déjà précisé précédemment. Il possédera 4 roues, donc ça, vous l'avez ici avec un échantillon, enfin un échantillon, mais un tube échantillon component du Mars. Ça, c'est évidemment une vue d'artiste. Alors, et le troisième point, ce sera évidemment, il faut ramener ça sur Terre, il faut le faire partir de Mars.
Donc, il y aura une fusée qui s'appelle un Mars Ascent Vehicle, qui est un véhicule d'ascension à propergol solide avec 300 kg de propergol. À 2 étages, vous avez à droite les 2 moteurs des 2 étages, qui enverrait l'échantillon en orbite martienne dans un module container orbiting sample qui se trouve en haut de la fusée, ici, si vous voyez toujours ma flèche. Et ce lanceur sera stocké, donc ça c'est la structure de SRL, et le lanceur est stocké dans, vous devinez ici, une coque qui fait toute la longueur et qui devra maintenir sa température dans une fourchette réduite afin de lui permettre de séjourner 1 an à la surface, ce qui est quand même un sacré challenge. Donc la fusée en elle-même fait 2,50 m. Les 2 étages seront stabilisés 3 axes émus par des propulseurs mono-ergol. Le lanceur au 2,50 m, comme je vous l'ai dit, devra placer le conteneur sur une orbite 500-100 km de Mars, bien sûr. SRL pénétrera directement dans l'atmosphère martienne à son arrivée. Il s'insérera sur une orbite martienne elliptique haute en octobre 2027. Puis il utilisera sa propulsion ionique pour réduire progressivement l'apogée à 100 km. L'insertion sur l'orbite basse visée sera effective en juillet 2028 et se posera avec une très grande précision 20 mètres, non loin d'un des dépôts des échantillons de sol martien, durant l'été 2028. Et enfin, une 3e mission qui est chargée de récupérer les échantillons et de les ramener sur Terre. Donc c'est la mission Earth Return Orbiter, comme il se doit. C'est une mission européenne de l'ESA qui sera lancée par une Ariane 6 vers août 2026, peu après la mission SRL. Le vaisseau spatial de 6 tonnes que vous voyez en bas de l'écran, de 6 tonnes et 6 mètres de haut, Hero sera doté de panneaux solaires de 144 mètres avec une portée de plus de 40 mètres. Donc c'est parmi les plus grands jamais construits. C'est un orbiteur lancé pour une autre mission de rendez-vous en orbite martienne avec les échantillons, ceux avec la fusée MAV remontant depuis la surface. Et ce rendez-vous, ce sera très, très difficile. Hero s'est ainsi conçu pour servir de relais à l'ensemble des engins déposés sur le sol martien, participant à l'équipération des échantillons de vol Mars 2020 Persévérance, SRL, SFR et MAV. Donc c'est une plaque tournante au point de vue de communication radio. Hero récupérera la capsule OS qui sera scellée dans le système de capture, de confinement et de retour. Et vous le trouvez ici, OS, le petit ballon, c'est la taille d'un ballon de basket, mais je ne trouve pas mal. Oui, sur l'image de gauche, en bas à gauche, devant la fusée, à 1 cm de la fusée sur l'écran. Et voilà une autre vision de la mission. Donc ce rendez-vous sera très délicat car en fait, vous imaginez bien que pour récupérer un ballon automatiquement, un ballon de la taille des basketball dans un univers complètement noir et c'est pas du tout évident et c'est le grand challenge de cette mission européenne et c'est Airbus qui est chargé de construire le véhicule. Alors l'ensemble de la campagne de récupération des échantillons au sol aura duré 1 an, de août 2028 à 2029. Pour le rendez-vous orbital MAV-Hero, les 2 engins se disposeront de 4 mois pour réussir cette opération, d'août à novembre 29. En décembre 29, Hero s'éloignera progressivement de l'orbite basse de Mars à l'aide de sa propulsion ionique, en suivant une trajectoire en spirale comme il se doit avec ce type de propulsion. En juillet 2030, Hero échappera à l'attraction de Mars et entamera son retour vers la Terre. En septembre 2031, la sonde spatiale survolera la Terre. Au passage, elle larguera la capsule EV contenant les échantillons qui viendront se poser dans l'Utah. C'est une zone désertique, mais aussi comprenant un aérodrome américain. Une base aérienne, plus exactement. Après avoir atterri dans l'État en relative douceur, évidemment, les échantillons seront transférés vers une installation de réception et de conservation des échantillons du type P4. Un peu analogue à ce qui a été fait pour les échantillons lunaires qui ont été mis dans le Lunar Receiving Laboratory, qui est une installation de la NASA située à Houston, et qui s'appelait le LRL, qui maintenant a changé de nom en 1979, qui devint le Lunar Sample Laboratory Facility. Une fois les tubes à échantillons ouverts, des mesures initiales seront prises pour générer un catalogue détaillé, permettant ainsi de cibler les parties spécifiques des échantillons pour des investigations scientifiques spécialisées, puisque en fait, normalement, la communauté scientifique internationale devrait récupérer des échantillons, peut-être pas les Chinois.
Il est à noter que le CNES a fait la demande d'une installation européenne de ce type. Ce sera une reconnaissance pour la participation européenne, en particulier pour les quelques 200 scientifiques français, le coût estimé à 300 millions d'euros. Alors là, vous avez un schéma qui reprend ce que je vous ai dit. Donc le tir de mars 2020, mars 2020, Persévérance donc en 2020, le 30 juillet 2020. En 2006, on tire Hero, qui va en orbite martienne et qui va attendre qu'en 2026 ou 2028, on envoie le SRL, qui est là, qui va se fera rendez-vous avec le MAV qui sera parti du SRL et avec Hero. Et voici l'orbiting sample, donc c'est le petit conteneur qui contiendra les échantillons. Ils seront mis dans une capsule de rentrée spéciale et ils atterriront en 2031 aux États-Unis. Tout simplement, n'est-ce pas? Alors, les 5 objectifs principaux de la mission Persévérance sont pour le moment étude de l'histoire de Mars, évolution et habitabilité, recherche de traces de vie, de les biosignatures, la géochronologie martienne, la datation des sols, qui devrait être précisée, l'analyse des dangers vis-à-vis de l'exploration humaine pour le futur, et l'étude des ressources utilisables in situ, dioxyde de carbone, glace, etc. Donc, on a déjà eu l'expérience MOXIE. Alors, il apparaît que cette mission MSR est très complexe et avec des risques certains, en particulier avec tous les rendez-vous prévus et inévitables. Je m'aperçois que je vais très vite. Par ailleurs, il faudra de bonnes conditions météo pour SRL qui doit éviter l'hiver martien et la saison des tempêtes de poussière. De plus, la densité de l'atmosphère de Mars doit être la plus élevée possible afin de maximiser la masse déposée sur le sol de la planète rouge. Et nous lui souhaitons bien sûr bonne chance. Bon, alors maintenant, on va passer au projet japonais de retour d'échantillons. Alors là, ça concerne, comme le nom l'indique, la MMX, c'est-à-dire Mars Moon Exploration. Donc, c'est les lunes de Mars qui sont visées, les lunes martiennes, Phobos et Deimos. Il s'agit de déterminer si les lunes ont soit la formation des lunes de Mars, soit ce sont des astéroïdes capturés par masse, ou savoir s'ils se sont formés par agrégation de matériaux éjectés par la planète à la suite d'un impact géant dans le cadre d'un processus analogue à celui ayant abouti à la formation de notre Lune. La réponse à cette question permettra d'affiner le scénario de formation des planètes du système solaire. Alors là, je vous montre Phobos et Deimos. Donc, c'est des petits corps irréguliers parce que Phobos, sa plus grande dimension, c'est 27 km. Et Deimos, il est encore plus irrégulier, sa plus petite, sa dimension maximale est de 15 km. Ça a été prédite par Kepler au XVIe siècle et découverte par Asaph Hall en 1877. Phobos, ça veut dire peur, et Deimos, terreur, et c'est les noms des chevaux d'Arès, Arès étant pour les Grecs l'équivalent de Mars, le dieu de la guerre. Donc ce sont des petits corps. Alors l'historique de cette mission, en avril 2017, Jean-Yves Le Gall, président du CNES, et Naoki Okumura, président de la JAXA, donc l'agence spatiale japonaise, avaient signé un accord pour préparer la mission MMX. Le 19 février 2020, l'agence spatiale JAXA a donné son feu vert au développement de la mission MMX, avec pour objectif de déchiffrer l'origine des deux lunes. Je vous ai expliqué quelles étaient les éventualités, encore incertaines, par des observations sur place et un retour d'échantillons sur Terre. La JAXA a profité de cette annonce pour lever les incertitudes sur le choix du site d'atterrissage du rover et le lieu de collecte d'échantillons, ce sera des échantillons prélevés sur Phobos. Le second objectif scientifique est de comprendre les mécanismes contrôlant l'évolution de la surface des lunes martiennes et de Mars, et d'acquérir de nouvelles perspectives sur l'histoire de la sphère environnementale de Mars, y compris celle des lunes martiennes, bien évidemment. Comprendre l'origine et l'évolution des planètes qui mènent au début de la vie est l'un des principaux objectifs scientifiques d'aujourd'hui. Comme Mars est censé avoir un environnement de surface similaire à la Terre avec un potentiel de vie sommaire, la planète est une des cibles d'exploration les plus importantes. Les lunes martiennes devraient avoir accumulé des sédiments qui ont été éjectés de Mars pendant des milliards d'années. L'observation des lunes fournira donc des informations sur l'évolution de la surface martienne. De plus, si les lunes sont formées lors d'une collision entre Mars et des gigantesques astéroïdes, le matériau de ces lunes révélera des conditions d'origine sur Mars à cette époque précoce, en offrant un aperçu de la formation de la planète sur son jeune environnement. Alternativement, si les lunes sont des astéroïdes capturés, leur composition aidera à clarifier le processus de transport des composants volatiles tels que l'eau nécessaires à l'habitabilité. En d'autres termes,
L'exploration des lunes martiennes est importante non seulement pour comprendre les lunes elles-mêmes, mais aussi pour la science planétaire future. Ainsi, pour atteindre ces objectifs, MMX couplera 3 approches complémentaires exemplaires des missions des prochaines décennies. Une caractérisation globale par observation à distance, analyse in situ jusqu'à l'échelle microscopique à partir d'un rover qui se posera à sa surface. Collecter et retour d'échantillons sur Terre pour analyse en laboratoire, environ 10 grammes. Des opérations qui devraient durer 2 années martiennes pour un retour des échantillons en 2029. Donc voilà une vue d'artiste de la sonde autour de Phobos et pas loin de Deimos. Donc les panneaux solaires et puis je vous la détaille un peu plus loin. La sonde spatiale MMX aura une masse de 4 tonnes et comprendra 3 modules. Un module de propulsion chargé d'amener la sonde spatiale jusqu'à l'environnement martien. Un module d'exploration comprenant un train d'atterrissage à 4 pieds et le système de prélèvement d'échantillons du sol, de Phobos. Il embarque aussi un petit astromobile fourni par les agences spatiales françaises, CNES et DLR allemandes. Enfin, un module chargé de ramener la capsule contenant des échantillons de Terre, de sol de Mars, sur Terre, pardon. Elle comportera 7 instruments, toujours comme d'habitude, une caméra téléobjectif pour observer les détails de la surface des lunes martiennes, un radiomètre optique pour les composés d'imageurs chromatiques, un instrument télémétrique pour observer les informations sur la forme de la surface de la Lune, un observateur macroscopique pour la minéralogie, l'eau, les glaces et l'activité interne, un instrument d'étude par rayon gamma et par neutrons pour analyser les caractéristiques des éléments chimiques constituants de Phobos, un appareil pour étudier l'environnement de poussière autour de la Lune de Mars et un instrument pour étudier l'environnement ionique autour de la Lune martienne. Voici la sonde, donc en fait elle est éclatée bien sûr, donc vous avez en bas le module de propulsion, au milieu le module de retour et en haut le module d'exploration avec ses 4 pieds dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, la sonde spatiale emportera un petit rover également, lui aussi pour l'instant sans nom, développé conjointement par le CNES et le DLR, impliqué depuis 2016 dans la fourniture d'un rover d'exploration MMX. Le CNES a été rejoint en 2018 par le DLR. Le rover de MMX sera équipé de panneaux solaires qui lui assureront une durée de vie nominale de 100 jours à la surface de Phobos. Le rover disposera de 4 roues à raison de la faible gravité de Phobos, et contrairement au rover habituel martien qui en compte 6. Il comportera 4 types d'instruments, un banc stéréo de caméras, toujours les caméras, un spectromètre à effet Raman comme sur Persévérance, 2 caméras observant l'interaction roue-régolithe et un radiomètre infrarouge. Le DLR est chargé de la structure externe du rover et des composants assurant sa mobilité. Il fournit le spectromètre et le radiomètre. Quant au CNES, il développe l'ordinateur de bord, la chaîne d'alimentation électrique, l'architecture mécanique et thermique, le logiciel de vol, le lien radiofréquence, la centrale inertielle, la régulation thermique et l'analyse de mission et 4 caméras. Là, il y en aura 4. Donc voilà une vue d'artiste, évidemment, sur Phobos. Selon le scénario défini en avril 2017, la mission projetée serait lancée vers septembre 2024 par les nouveaux lanceurs japonais H3 en cours de développement. MMX doit se placer sur une orbite martienne en août 2025. Durant 34 mois, la mission restera en orbite quasi stationnaire, c'est-à-dire qu'elle tournera autour de Phobos et autour de Mars, évidemment, par rapport au satellite de Mars. Elle effectuera une cartographie minéralogique, en particulier les minéraux hydratés, et une étude géologique complète de Phobos et partielle de Deimos. Des mesures seront effectuées pour déterminer la structure interne, en particulier la présence de glace. Et MMX doit se poser sur la surface de Phobos à 2 reprises pour y prélever des échantillons, puis effectuer plusieurs survols de Deimos pour étudier cette deuxième lune. La capsule d'échantillons entamerait son voyage, donc je vous rappelle, ce serait les 10 grammes, entamerait son voyage de retour en 2028 vers une arrivée sur Terre planifiée en septembre 2029. Donc seulement 5 années s'écouleront entre la date de lancement en septembre 24 et le retour sur Terre septembre 29 de la sonde qui entre-temps aurait séjourné 3 ans, d'août 25 à août 28, dans le système martien. L'atterrisseur devrait avoir lieu dans une région désertique située en Australie, comme c'était le cas pour le retour des échantillons des astéroïdes par Hayabusa 1 le 13 juin 2010 et par Hayabusa 2 le 5 décembre récent 2020. Donc, ce qu'on veut dire que la mission MSR NASA-ESA serait prise de vitesse si tous les délais sont respectés.
Et enfin, je vais vous parler des projets russes, mais dont on ne sait pas grand-chose, mais ce que j'ai pu avoir comme information. Donc, l'historique, c'est en janvier 2012, des scientifiques et des ingénieurs de l'Institut de recherche russe de recherche spatiale Liki et de l'NPO Lavochkin, qui est un constructeur, ont appelé à une nouvelle mission de retour d'échantillons appelée Phobos-Grund 2 pour l'instant en 2020, suite à l'échec dont je vous avais parlé en début de session. Après les accords avec l'ESA pour le lancement d'ExoMars, l'étude a été arrêtée, semble-t-il, et certains instruments étaient initialement développés pour Phobos-Grund ont été placés dans ExoMars 13 Gas Orbiter qui a été lancé par les Européens en 2016. Roscosmos étudierait également une proposition pour une mission internationale de retour d'échantillons de Mars, appelée Mars Grund. J'ai oublié de vous dire que Grund, ça veut dire sol en russe, qui aurait pu avoir lieu d'ici 2026. Cette mission de retour d'échantillons martiens serait développée à partir des technologies démontrées lors de l'étude de Phobos Grund 2 qui a démarré précédemment. Enfin, le 2 août 2014, l'Académie russe des sciences a déclaré que la mission Phobos Grund pourrait être redémarrée pour lancement vers 2024. Donc on voit que tout ça, ça glisse et c'est pas fini. En août 2015, le groupe de travail ESA-Roscosmos sur la coopération post-ExoMars a achevé une étude conjointe pour une éventuelle future mission de retour d'échantillons de Phobos. Des discussions préliminaires ont eu lieu en mai 2015. En mai 2015, l'Académie des sciences a soumis un projet de budget. Mi-2018, les choses avaient évolué. La NPO Lavochkin, donc étant le constructeur, mentionnait le programme Expeditia M qui comprendrait la sonde Phobos-Grund 2 rebaptisée Boomerang, initialement prévue pour 2024, et la sonde Mars-Grund pour l'après 2025. Ce seraient des sondes de 5 tonnes au départ d'une orbite terrestre suite au lancement des fusées Angera. Bon, il faut vous dire que c'est à peu près tout ce qu'on sait sur ces missions. À ce jour, il n'est pas aisé de faire un point technique sur ces différents projets. Cependant, il y a une forte probabilité de glissement des dates de lancement à cause du manque de budget, comme c'est souvent le cas en Russie. Alors, j'ai presque terminé, dites donc. Alors, une autre source d'échantillons de Mars consiste en ce qu'on en pense être des météorites martiennes, qui sont des roches éjectées de Mars par des impacts d'astéroïdes et qui se sont dirigées vers la Terre. En avril 2021, 262 météorites ont été identifiées comme martiennes sur plus de 61 000 météorites connues. Elles ont des compositions élémentaires et isotopiques similaires aux roches et aux gaz atmosphériques analysés par les sondes martiennes. C'est pour ça qu'on soupçonne fortement qu'elles sont d'origine martienne. En France, les météorites sont utilisées entre autres au Muséum d'histoire naturelle depuis 1815 avec la chute de la météorite Chassigny en Haute-Marne de 2 kg, qui est la première météorite martienne qu'on ait vue. Actuellement, le laboratoire de l'Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie du Muséum d'histoire naturelle les étudie en relation avec les autres laboratoires, le Centre de recherche en pétrographie et en géochimie de Nancy, ou l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, ainsi que les laboratoires mondiaux. Alors, les météorites martiennes sont classées en gros en 3 types principaux de météorites, les Shergottites, les Nagalites et les Chasinites, du nom des lieux des premiers découvertes. Alors, Shergottite, c'est pour Shergotti en Inde en 1865. Nakalite, c'est en Égypte. Naka, c'était en 1911. Et Chashinit, je vous en ai parlé, c'est la météorite de Chassigny qui est donc tombée en 1815. Alors, un très petit nombre n'appartiennent pas à ces groupes, en fait, que ça se compte sur les doigts d'une main, grand maximum, et qui sera peut-être le début d'un nouveau groupe si on en trouve d'autres similaires. Les collections françaises en comportent 89 exemplaires. Et je vous ai mis la météorite de Chassigny là. Donc, ainsi, la décennie martienne qui a commencé va être très orientée retour d'échantillons en vue de la préparation de l'opération Homme sur Mars. Dans l'attente du Graal de l'exploration martienne, n'oublions pas cependant les missions qui sont en cours, dont les 9 missions actuelles et les 2 rovers qui sont en fonction, en particulier Mars Express en particulier la mission européenne Mars Express depuis 2003. Donc au total, on décompte 47 missions vers Mars. Alors, il y a 3 autres missions qui n'étaient pas destinées à Mars, mais qui allaient vers d'autres trajectoires, qui seront survolées Mars. Donc, certains disent 50, mais moi, je persiste à signer que les missions assignées à Mars, il y en a eu 47. Bon, voilà, je vous ai mis un petit topo des différentes missions qui ont lieu et qui vont avoir lieu.
Et ben, donc ces 47 missions, c'est pas fini avec le Graal, puisque je vous en ai déjà cité un certain nombre. Et je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Ben oui, on voit en fait que la décennie actuelle et à venir devrait finalement voir pas mal de missions être conduites. Et donc, tu parlais du Graal des planétologues pour les planétologues martiens, mais c'est vrai que ça se rapproche, ça se rapproche. Il y a vraiment beaucoup de projets qui fleurissent dans les agences spatiales, donc ça laisse vraiment penser que là, on a un beau panel de différentes missions qui vont couvrir des objectifs assez complémentaires. Donc, c'est vrai que ça pourrait vraiment nous laisser envisager un futur bien florissant. On a Bah, pas mal écoute, de questions. moi, je les écoute. Alors, je commence avec Camille, hein, Camille Gontier. Bonjour Camille. Bonjour. Qui te demande, pouvez-vous apporter plus de détails sur les avantages d'une mission de retour d'échantillon comparée à une analyse in situ? Pour Oui. les non-planétologues, ces avantages ne sont pas forcément intuitifs. En Bah, particulier, vous avez mentionné spectroscopie, accélération des neutrons. En quoi cela consiste-t-il? c'est des gros instruments qui tiennent dans une pièce, donc on ne peut pas les mettre sur une sonde spatiale martienne. C'est aussi simple que ça dans sa formulation. C'est Mhm. en fait pour faire les études de retour d'échantillons, il faut donc faire des analyses très précises au micron près, et les engins, les appareils qui permettent de faire ça ne sont pas transportables actuellement, ils sont peut-être pour un bon moment pas transportables sur Mars ou sur toute autre planète ou sur des astéroïdes. Et donc, on est obligé d'aller chercher des échantillons et de les ramener pour pouvoir les observer et les étudier finement, très finement, dans un laboratoire très spécialisé, très appareillé. Est-ce que j'ai D'accord. été clair? Ah ben, très clair. Alors, Voilà. merci beaucoup. Je regardais si Camille avait répondu, mais voilà, merci pour Camille. On a plusieurs questions de Christian. Quelques-unes qui touchaient à... Voilà, Camille te remercie. Merci. Concernant le projet MSR NASA-ESA, Ouais. donc Christian avait plusieurs questions. L'objectif d'une mission martienne en présence humaine présente des contraintes considérables ainsi les échantillons à prélever devraient en toute rigueur répondre à des questions relatives à la survie de l'homme sur Mars, plus qu'à l'identification d'une vie organique. Oui. Est-ce bien l'objectif à suivre pour les prochaines missions robotisées? Pour les prochaines missions robotisées, il faut en fait continuer la quête qui est commencée. Donc, persévérance, je vous ai dit, son but ultime, c'est de ramener des échantillons, de chercher des échantillons et de les analyser sommairement pour faire une première, ce qu'on peut faire sur Mars, et après les retourner pour qu'on puisse analyser en plus en profondeur ce que j'évoquais tout à l'heure au début des réponses, pour pouvoir faire du travail de fond. Et d'autre part, pour l'homme sur Mars, il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas comme on avait fait pour la Lune, on avait mis les astronautes en quarantaine. Finalement, il y a eu que 2 missions qui ont été mises en quarantaine, mais il fallait quand même prendre des précautions de protection planétaire. Il faut prendre des précautions de protection planétaire, aussi bien pour Mars que pour la Terre, pour le retour d'échantillons. D'où le laboratoire de type P4 dans lequel on mettra les échantillons. Et en fait, par rapport au laboratoire lunaire américain pour les 382 kilos de marque de roche lunaire, là, on sera dans un cas un peu différent, car l'idée avec les échantillons, c'est pas des échantillons martiens, c'est de protéger la Terre. Donc, en fait, le laboratoire sera en dépression de façon à ce qu'il n'y ait pas de sortie intempestive du laboratoire vers l'environnement terrestre. Par contre, pour la Lune, c'était l'inverse. Au début, on ne savait pas ce qu'on faisait, enfin ce qu'on allait trouver plus exactement, excusez-moi. Et donc, le laboratoire américain était, lui, en surpression pour pas qu'il être... Non, attendez, je dis. Et le laboratoire américain était en dépression pour ne pas qu'il y ait
de contamination des roches lunaires vers les terrestres, vers l'environnement terrestre. Et pour Mars, ce sera l'inverse. On le mettra donc on mettra en dépression le laboratoire et par rapport aux échantillons. Non, on le mettra en pression par rapport à les échantillons. Surpression. En surpression par rapport aux échantillons, excusez-moi. Je bafouille. Merci beaucoup. Une autre question. Alors, je pense que tu y avais un petit peu répondu. C'était sur une de tes slides avec les échantillons qui étaient regroupés au sol. Oui. Quelle est la précision du système de localisation des échantillons et pourquoi 3 lots et pas un seul conservé à proximité de Persévérance pour garantir son extraction du sol martien? Non, parce que c'est justement par sécurité. Il y en aura, le dernier sera dans Persévérance, enfin autour de Persévérance, qui sera le dernier lot qui sera déposé, mais pour des questions de sécurité et pour récupérer tout, on préfère le faire comme ça, d'une part. Et d'autre part, quand c'était le début de la question, pourquoi La précision du système de bah, localisation des échantillons. l'échantillon sur le sol terrestre, sur le sol martien. Mhm. Bah, écoute, c'est pas encore défini. Ça, c'est une chose qui est en cours d'élaboration par la NASA. Et évidemment, c'est pas des sources que l'on a facilement. C'est vrai. Donc, j'ai pas la précision pour le moment. Je sais simplement qu'ils seront déposés. Je vous dis à environ 10 mètres les uns des autres, en des zones en 3 zones, sachant que Persévérance devra faire à peu près 200, une quarantaine de kilomètres. Ouais, tu avais mis 44, j'ai vu. D'accord. Comment peut-on éviter l'enfouissement des échantillons par les tempêtes de sable? Bah, les tempêtes de sable, finalement, c'est le même problème pour les panneaux solaires, et puis on s'aperçoit que les Dust Devil et compagnie, autres phénomènes aérologiques sur Mars, nettoient les panneaux solaires des rovers martiens précédents, donc on se fait pas trop de soucis, sachant qu'en plus, ils sont quand même en ressaut sur le sol par rapport à la platitude du panneau solaire. C'est vrai. Mais ça peut être le cas, mais bon, les Américains ne semblent pas trop se faire de soucis de ce côté-là, pour ce que je peux en savoir. Merci beaucoup. Alors après, on avait une question de Christian, mais je pense cette fois-ci sur MMX. Oui. En tenant compte des problèmes rencontrés par ExoMars, quels sont les risques majeurs sur les qualifications requises qui pourraient retarder de façon significative le programme actuel? C'est un MMX? Tu Hmm, parlais d'MMX, mais là, la question, ça me paraît plutôt penser sur MSR. je pense aussi que c'est sur Américain. MSR Oui, finalement. oui. Oui, Bah, pardon. c'est Ouais, tout le programme, c'est tout le pardon problème, Christian. c'est tout ce que je disais à la fin du passage sur MSR américain et ESA. Mhm. C'est une mission hyper compliquée et on n'est pas à l'abri d'incidents et ça retardera d'autant Ouais, les missions suivantes correspondant à cette opération, sachant que, ben, comme vous le savez certains, on peut tirer vers Mars que tous les 26 mois. Donc on n'est tout à fait. pas certain, il y a une probabilité qu'on ne fasse pas de ramassage retour sur Terre en 2031, mais on croise les doigts, c'est tout ce qu'on peut faire. Et les Américains travaillent là-dessus, Mhm. fortement. Oui, Mais c'est quand même une mission risquée et très compliquée, c'est tout à fait. beaucoup d'enjeux. Oui, mais MMX semble un peu plus simple. Un peu moins de challenge en série, Oui, parce peut-être. qu'il y a moins d'échantillons à récupérer. Mm. Et la sonde elle sera toujours en orbite martienne, donc elle pourra faire ce qu'elle est prévue comme observation des lunes de Mars. Hero n'est pas prévu du tout pour avoir une mission d'étude de Mars, hein. C'est une mission de rendez-vous. Ouais. Donc c'est transport, c'est tout. Mhm. Et Désolé, je ne peux pas dire plus. maintenant, c'est très bien, merci. En parlant d'enjeux,
Une autre question. L'exploration de Mars relève d'enjeux planétaires. Il ne semble pas que les missions prévisibles ou espérées ne relèvent aujourd'hui d'une approche coordonnée et planifiée par les meilleurs experts du monde, sans C'est-à-dire, évoquer l'aspect financier qui devrait être également piloté par une agence internationale. Et Christian se demande, est-ce que ça ne serait pas une agence mondiale type ONU? ça, c'est de la théorie, mais dans la pratique, il ne faut pas rêver. Chacun, le spatial, c'est quand même un élément de, ah, je trouve pas mon mot, de puissance internationale. Les coopérations se font très bien inter-scientifiques dans la communauté. Et regardez par exemple InSight où il y a un appareillage allemand, un appareillage français, le sismomètre, sur une sonde uniquement américaine et ça a fonctionné. Donc l'internationalisation existe déjà. Il n'y a pas besoin d'un machin de plus, comme dirait je sais plus qui, un grand machin type ONU qui s'occupe de ça, à mon avis. Les scientifiques se débrouillent très bien entre eux, restent à défendre leur programmation et leurs expériences sur le plan financier. Et là, évidemment, c'est des problèmes de budget. Et quand je vous disais que l'émission Mars Sample Return, MSR, ça coûte des milliards de dollars, bon, faut voir qu'effectivement, c'est sur, vous avez vu comme moi, de 2020 et encore, les travaux ont commencé avant, jusqu'à 2031, donc c'est télé sur plus d'une dizaine d'années. Ouais. Voilà, donc quand on veut faire, c'est des décisions politiques, hein. Donc c'est quand on veut faire quelque chose, politiquement, on arrive à faire quelque chose. Mais il faut éviter les palabres qui font perdre du temps et louper des fenêtres de tir. Tout à fait. Et d'ailleurs, Philippe nous rappelle dans le chat que la mission MMX avait été présentée, avait fait l'objet d'une présentation par le CNES lors des 20 ans d'APM en décembre 2019 et qu'elle est disponible sur notre chaîne YouTube pour ceux qui aimeraient voir cette présentation. Merci Philippe. Autre question. Oui. De François Delamotte. Bonsoir François. Est-ce que des phénomènes de volcanisme sont encore envisageables sur Mars? Ça paraît très peu le cas. C'est quasiment une hypothèse annulée, enfin, qu'on ne tient plus. Et en particulier, la mission InSight prouve que ce sont des impacts de météorites des contraintes internes, mais il n'y a pas de volcanisme comme on le connaît sur le plan européen, sur le plan terrestre maintenant. Bon, là, Mars a l'air éteinte un peu. Le dernier volcan, c'est Olympus Mons qui fait 25 km de haut, mais c'était tout. Ouais, c'est vrai. Le volcanisme a éteint. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Est-ce que Philippe, tu voulais faire un commentaire ou poser des questions? Écoute, non, je crois que c'est une présentation de synthèse d'une très très large. Merci à Yves. Non, je n'ai pas de questions additionnelles particulières. Parfait. Oui, c'est vrai que c'était une présentation très riche avec un panel de missions vraiment très très complet. Si vous avez un peu de temps, j'ai encore quelque chose de complément. Si vous avez peu de temps, sinon on arrête là. Ah ben, avec J'ai plaisir. été plus vite que je pensais. Bon, alors je vous parlais de retour d'échantillons martiens, mais on a déjà fait des retours d'échantillons d'astéroïdes. En particulier, quand je dis on, c'est les Japonais qui vont faire MMX donc avec les martiennes. Mais ils ont commencé avec deux astéroïdes, Hayabusa, donc j'allais parler simplement pour le lieu de retour, ce qui était vers l'astéroïde Itokawa, qui est cette espèce de cacahuète qui a disparu, que vous voyez à l'écran en haut, là-haut de l'écran. Donc là, l'opération, le rendez-vous a eu lieu en 2005, l'opération a duré jusqu'en 2007, et en fait, le retour a eu lieu en juin 2010, ils ont récupéré 1500 grains environ du sol. Alors, je passe les détails
récupération des échantillons, c'est par un impacteur, un genre de tout petit missile qui était lancé violemment contre l'astéroïde, et la sonde récupérait ce qui volatilisait. Ensuite, ils ont recommencé avec le deuxième astéroïde du milieu, qui est Ryugu, qui est donc avec la Hayabusa 2, même opération, mais ils avaient amélioré encore la situation. Donc en 2014, rendez-vous en 2018. Alors Ryugu fait 900 mètres. Oui, j'ai oublié de vous dire, Itokawa, il devait faire 1500 mètres, quelque chose comme ça. L'opération dure 2019 et le retour a eu lieu récemment, ça fait déjà 6 mois, mais c'était en décembre 2020, et ça a été la grande surprise. Ils ont récupéré 5,40 grammes d'échantillons. Ils étaient tout contents, ça débordait un peu du récipient qu'ils avaient prévu, mais ils ont réussi à tout fermer comme il faut et à récupérer. Donc là, le système de prélèvement était encore amélioré. Voilà, les Américains ont fait actuellement une mission qui est en train de se terminer. Enfin, c'est avec l'astéroïde Bennu, c'était en 2016, avec un rendez-vous en 2018. Alors Bennu fait 500 mètres de taille maximale, et les opérations ont duré jusqu'en 2020. Et donc il est parti sur le retour en novembre 2020, et il arrivera sur Terre en septembre 2023 avec plus de 60 grammes. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que Mars sur lequel on va chercher des échantillons, on va en chercher aussi sur les astéroïdes. Et je pense évidemment, il y a les échantillons lunaires qui sont toujours en exploitation. Il y a à peine 10% des 382 kilos qui ont été étudiés par les différents scientifiques internationaux. Bon, voilà ce que je peux vous dire là. J'avais prévu autre chose. Les grandes questions, je suppose que vous voyez le début de l'écran qui doit parler des grandes questions pour Mars en 2021. Tout à fait. Donc les questions qui se posent pour Mars, c'est comment fonctionne le système climatique martien aujourd'hui. Et ça sera une contribution aussi importante, intéressante et originale de la mission HOP, qui est intervenue récemment par les Émiratis, car elle est sur une orbite très elliptique, en gros de 500 à 40 000 kilomètres de la planète, et ce qui permet de voir constamment l'évolution de la surface de Mars, donc d'avoir vraiment une idée complète de l'évolution globale de l'aérologie martienne, un peu comme vous avez Météosat qui vous posait, et vous voyez les météorologies de toute la partie vue par Météosat, c'est-à-dire le tiers de la planète. Alors l'autre problème, la question, c'est la vie subsiste-t-elle dans le sous-sol martien, car on ne pense pas que, compte tenu de ce qu'on a trouvé sur Mars, les radiations, le caractère oxydant du sol, les perchlorates et tout ça, qu'un organisme entre guillemets vivant ait pu survécu. Donc on pense que tout ça, s'il y en a, c'est dans le sous-sol martien qu'il faut les chercher. L'autre étude, c'est la planétologie comparée, donc Mars et la Terre, comment se sont formées les planètes telluriques, c'est aussi un grand domaine d'études. Que s'est-il passé sur Mars il y a 4 milliards d'années? La vie est-elle apparue? On pense qu'il y a peut-être des traces de vie, ce qu'on appelle les biosignatures, mais encore faut-il les chercher et les trouver, c'est pas évident. Et enfin, pourquoi Mars n'a pas connu le même destin que la Terre? Car en fait, il a été asséché très rapidement et devenu un désert. Voilà. Alors, il y a un mystère géologique sur Mars, c'est la disparition du champ magnétique. Oui, ça aussi, non, mais ça fait partie de l'évolution. Oui, tout à fait. Comme la disparition de l'atmosphère, la transformation radicale. Ça fait partie de pourquoi elle n'a pas connu le même destin que la Terre. Ça fait partie effectivement des choses qui ont une influence sur le climat actuel de Mars. Bon. Alors, on peut peut-être dire sur ta rubrique « La vie subsiste-t-elle dans le sous-sol martien ?» que le rover ExoMars doit avoir une foreuse qui doit forer à 2 mètres, je crois. Oui. Et donc être capable d'aller voir effectivement s'il y a... Il faut bien viser, quoi. Il faut aussi bien viser. Et que ça marche. Des événements nouveaux. Oui. Et que ça marche, parce que 2 mètres, c'est quand même...
l'expérience lunaire, qui n'a rien à voir, a montré que c'est pas facile de forer dans un régolithe dans une roche qu'on ne connaît pas. L'expérience d'HP3 a montré que c'était pas évident non plus de percer le régolithe. Donc, j'espère que ExoMars pourra forer, mais bon, croisons les doigts là aussi. Alors, j'ai peut-être une autre diapo, c'est si on parle de vie. Alors, voilà un peu ce que c'est. J'ai appris ça à un collègue qui a fait cette synthèse. Les sept propriétés de la vie martienne, si elle existe. Donc, la chimie doit être basée sur le carbone. Bon, c'est ce qu'on recherche, effectivement, Persévérance, entre autres avec son instrument Raman. Elle est sans doute formée d'organismes microscopiques invisibles à l'œil nu, et sauf une coloration pour trahir la présence si c'est une colonie. Elle doit être très résistante au froid extrême et à la sécheresse, évidemment, c'est le climat. Elle doit posséder un métabolisme très lent, elle n'a pas besoin d'oxygène pour se développer, donc anaérobique, puisqu'il n'y a pas d'oxygène. Elle doit être capable de vivre longtemps, rester en sommeil de très longues périodes et ne se réveiller qu'au retour des conditions favorables. Donc c'est la phase... je ne trouve pas mon mot. Bon, bah, tant pis, ça va m'en dire. Elle n'a pas évolué depuis des centaines, voire des milliers, des millions d'années. Elle a pu se développer à l'intérieur même des roches, créant un écosystème plus chaud et invisible à l'extérieur. Il faut donc rechercher la vie et ses fossiles à l'intérieur des roches, en creusant dans les éléments asséchés des anciens lacs ou rivières et dans les argiles et dépôts formés autour des anciennes sources hydrothermales. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les propriétés de la vie qu'on cherche, mais qu'on n'a pas encore trouvées. Bon, là, j'ai encore un truc de choses où c'était effectivement... Bon, je revenais sur le retour d'échantillons lunaires par les Chinois donc, le 23 novembre 2020. Ils avaient 1,7 kg. Alors, ici, vous avez en bas à droite, vous avez une vue d'artiste de la sonde chinoise avec le LAV, le Lunar Ascent Vehicle en fonction. Donc, il a été lancé, le lancement avait eu lieu, pardon, le retour d'échantillon, non, je me trompe, a eu lieu le 15 décembre, je trouvais ça bizarre, et le lancement a été fait le 23 novembre. Bon, il y aura une Chang'e 6 qui sera sans doute du même acabit, mais qui ira, elle, vers le pôle sud. Les Russes ont encore un projet vers le pôle sud au quatrième trimestre 2021 de retour d'échantillons martiens. Et il y a les 3 autres atterrisseurs qui doivent arriver sur la Lune, mais qui n'auront pas de retour d'échantillon, mais je les avais notés là, parce que c'est notre présentation. Pour l'Inde, pour un rover, et le Japon pour un rover aussi. Et je crois que c'est tout ce que j'avais prévu de supplément. Voilà. Ah, super. Merci beaucoup. Christian nous demandait, n'y a-t-il pas aussi des intérêts privés dans le prélèvement de matières nobles afin de projeter à terme des activités plus industrielles? Oui, ça c'est les Luxembourgeois qui se font entre guillemets une spécialité de ce genre de choses sur le plan que je dirais administratif ou pas politique, mais un peu. Les Américains voudraient bien qu'on puisse effectivement se prévaloir de prendre des retours d'échantillons qui soient pas des gros échantillons qui soient pas uniquement à but scientifique, mais ça reste en discussion et c'est vrai qu'il y a une petite poussée qui apparaît à ce sens-là. Et les Luxembourgeois ont mis des incentives financières, enfin pas financières, économiques sur le sujet. Ils ont fait une loi spéciale pour accepter ce genre d'opération, mais peut-être un jour, mais je crois que pour le moment, c'est un peu prématuré encore. Parce qu'on n'est pas encore à la technologie permettant de faire des opérations d'excavation et autres à grande latitude sur les corps célestes actuels que nous connaissons. D'accord. Ça, c'est mon opinion plutôt personnelle. Mais bon. Mais ça sera un jour, certainement, mais on ne sera plus là. Oui, c'est pas pour tout de suite, quoi. Ben, merci beaucoup, Yves. C'était très, très, très intéressant, très complet. Merci beaucoup du temps que tu as pris. Voilà, Frédéric Cassel, bonjour Frédéric, un grand merci pour cette belle conférence. Voilà. Merci Frédéric.
Tu as aussi Dominique Bétain qui a, je pense, dû nous quitter, qui t'a remercié aussi, François Delamotte, voilà, donc, et Christian tout à l'heure aussi qui t'avait remercié. Donc voilà, Cédric aussi te remercie. Merci Cédric. Donc, eh bien, un grand merci à tous pour avoir participé de façon active à cette conférence, à ce webinaire. Et puis, eh bien, au prochain webinaire maintenant qui sera au mois de juin. Et vous pouvez consulter d'ores et déjà les dates. La fois prochaine, ça sera, que je vous dise ça, le 23 juin et j'aurai l'honneur de vous parler des missions analogues martiennes. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.